Le 1er janvier ne transforme personne. Tu te réveilles avec le même esprit, les mêmes habitudes, la même dette envers toi-même. Le calendrier ne change que de numéro, mais ta vie ne redémarre pas par magie. Dehors, tout le monde parle de résolution et de nouvelles versions de soi-même, mais cette euphorie massive est une anesthésie. Elle te vend l'illusion qu'il suffit de promettre pour être différent. La vérité est que le changement n'arrive pas avec des applaudissements, ni des likes, ni avec des listes écrites à l'aube. Personne ne va te sauver de ta propre inertie. Nouvelle année, nouvelle vie est une phrase vide quand il n'y a pas d'action réelle derrière. Ce qui détermine ton année, ce n'est pas la motivation éphémère de janvier, mais ce que tu fais quand personne ne te regarde, quand l'enthousiasme s'estompe et qu'il ne reste que la discipline. La philosophie stoïque ne te promet pas de miracle. Elle exige une responsabilité absolue et le courage de regarder en face tes fractures internes. Il n'y a pas de raccourci. La transformation commence quand tu cesses de négocier avec toi-même et que tu agis, même avec fatigue, même avec peur. Fais-le même si le monde reste endormi. La plupart échouent en janvier parce qu'ils attendent que l'environnement fasse le travail inconfortable. Tu peux transformer cette passivité collective en avantage si tu agis maintenant. N'attends pas de signes extérieurs. Personne ne se souvient de ceux qui ne font que planifier. Souviens-toi de ceci. L'action silencieuse vaut plus que 1000 promesses. Le temps ne revient pas. Ta souveraineté commence le jour où tu cesses de te mentir. 1. Briser l'illusion du changement instantané. Le changement instantané n'existe pas. Peu importe combien vous le désirez, peu importe combien les publicités de salles de sport, d'applications ou les gourous du développement personnel le promettent. Se réveiller le 1er janvier ne vous transforme pas en quelqu'un de différent. Vous êtes exactement la même personne qui s'est endormie le 31 avec les mêmes schémas mentaux, les mêmes peurs, les mêmes excuses et le même historique de décisions reportées. La date sur le calendrier n'est pas un interrupteur magique, mais on vous a vendu cette fantaisie jusqu'à en faire une excuse collective pour ne rien faire de réel. Jusqu'à quand allez-vous continuer à tomber dans ce piège bon marché? Restez à attendre que l'environnement, l'enthousiasme général ou la pression sociale vous entraînent vers une version améliorée de vous-même et la définition exacte de l'auto-tromperie. Ici, il n'y a pas de miracle, juste une accumulation de petites trahisons envers vous-même chaque fois que vous reportez, chaque fois que vous justifiez votre inertie sous le drapeau du nouveau cycle. Vous n'avez pas un nouveau départ, vous avez une vieille opportunité déguisée. Si vous vous accrochez à l'idée que le simple passage du temps vous transformera, vous alimentez seulement votre propre faiblesse. C'est confortable, presque addictif, de jouer à croire qu'il suffit de le désirer fortement ou de l'écrire dans un nouveau carnet pour que le changement se produise. Mais la vérité est violente. Le changement réel est antipathique, exige de l'inconfort, coûte des efforts et nécessite que vous déclariez la guerre à votre propre paresse. L'illusion du changement instantané est le piège parfait, car elle vous permet de vous sentir actif, tout en restant statique. Elle vous laisse poser en personne motivée, sans lever le petit doigt, au-delà de publier des promesses vides sur les réseaux sociaux. Vous n'avez pas besoin de plus de plans. Vous devez cesser de vous anesthésier avec eux et agir. Personne ne viendra vous sauver du poids de vos propres décisions. Personne ne portera le fardeau de vos jours gaspillés. Briser cette illusion, c'est accepter que toute croissance durable est rugueuse, inconfortable et surtout lente. Le muscle de la discipline ne s'active pas avec un discours de minuit, ni avec un toast optimiste. Il se renforce lorsque vous maîtrisez la paresse qui vous presse chaque matin, lorsque vous choisissez le chemin inconfortable, même si personne ne vous applaudit, lorsque vous renoncez à la validation instantanée et travaillez sans témoin. Le premier grand pas n'est pas de rêver grand, c'est de cesser de vous mentir en petit. Chaque fois que vous vous dites « demain je commence »,« maintenant c'est bon, cette année sera différente » et que vous n'agissez pas immédiatement, vous renforcez seulement la fracture interne qui vous maintient telle qu'elle.
Le stoïcisme ne vous offre pas de bonbons ni de phrases pour Instagram. Il exige autopsie et action. Autopsie pour disséquer sans pitié vos habitudes et défauts. Action pour les remplacer par des décisions concrètes, même si cela fait mal, même si c'est inconfortable, même si personne ne le voit. Le pire mécanisme mental que vous pouvez traîner est la recherche d'une motivation externe. Si vous continuez à attendre le moment parfait, l'environnement adéquat, la compagnie idéale, vous allez rester bloqué. Le changement commence lorsque vous cessez de négocier avec vous-même, lorsque vous cessez de procrastiner et agissez même si vous n'en avez pas envie. La discipline est la seule preuve de respect de soi. Cessez de chercher un signal de départ à l'extérieur. Vous êtes déjà en course, que vous le vouliez ou non. Il n'y a pas d'autre temps que maintenant, pas d'autre énergie que celle que vous générez par l'effort. Si vous continuez à attendre la transformation instantanée, vous ajouterez simplement une autre dette émotionnelle à la liste. L'année ne vous offrira rien. Ce que vous ne conquérerez pas par votre action brutale et soutenue ne sera tout simplement pas à vous. Personne ne se souvient des intentions, seulement des faits. Le changement réel est le résultat de centaines de petites batailles silencieuses où personne ne vous félicite, mais votre caractère se renforce. Si vous ne brisez pas l'illusion du changement instantané, la seule chose que vous changez est l'excuse avec laquelle vous vous trompez. 2. Prends la responsabilité totale dès aujourd'hui. Tu te réveilles et la première chose que tu fais est de regarder ton téléphone, même si ton corps réclame encore 5 minutes de sommeil. Ton doigt glisse sur les messages, les notifications, l'agenda de la journée. Au fond, tu sais que ce geste est un mécanisme d'évasion. Tu repousses l'inconfort de te confronter à toi-même, à tes tâches en attente, à ce que tu devrais vraiment faire aujourd'hui. La routine t'entraîne, les excuses s'infiltrent dans ton esprit avant même que tu ne te laves le visage. Et là, dans cet espace minuscule entre l'impulsion de rester en mode automatique et la possibilité de faire quelque chose de différent, commence la vérité inconfortable. Ce que tu fais dans ce premier moment de la journée dit déjà, sans mots, combien de contrôle tu as sur ta propre vie. Ce n'est pas le nouvel an, ce n'est pas un nouvel agenda, ce n'est pas le discours motivationnel que tu as entendu hier soir. C'est cette décision silencieuse, presque invisible, de regarder ou de ne pas regarder le téléphone, de te lever ou de reporter le réveil, de prendre une action ou d'inventer une excuse. La responsabilité totale n'est pas un slogan, c'est une condamnation auto-imposée. Cela signifie que tu cesses de blâmer l'environnement, le manque de temps, tes parents, le travail, la génétique, le mauvais temps, l'économie ou ton partenaire. Cela implique d'accepter que le poids de ce que tu n'as pas accompli jusqu'à aujourd'hui t'appartient et à personne d'autre. Ça sonne dur parce que c'est le cas. Assumer la responsabilité totale signifie que tu n'as personne à qui te plaindre si ta vie ne bouge pas. Le mécanisme mental le plus confortable est de se victimiser, de chercher des coupables externes, de construire la narration selon laquelle tout irait mieux si le monde coopérait un peu plus avec toi. Mais cette histoire ne fait que prolonger la dette envers toi-même, augmenter l'inertie, te maintenir petit. Tu ne peux pas entraîner le muscle de la discipline si chaque fois que tu échoues, tu as besoin d'un coupable externe pour te sentir en paix. La maturité stoïque arrive lorsque tu acceptes que ton niveau de vie, ton caractère, ta réalité sont la somme de tes décisions et de tes omissions accumulées. Rien de plus, rien de moins. L'esprit a une capacité experte à négocier avec lui-même. Il commence par justifier la paresse. J'ai le droit de me reposer aujourd'hui. Ce n'est pas grave si je le fais demain. L'année vient à peine de commencer, il y a encore du temps. C'est un filtre qui déforme la perception, un piège de confort pour anesthésier le remords. Mais la responsabilité totale n'admet pas de négociation. Elle ne fait pas de remise émotionnelle. Tu es obligé de te regarder sans fioriture, de te demander si ce que tu fais chaque jour contribue vraiment à la personne que tu dis vouloir devenir. Personne ne va te pardonner tes jours gaspillés. Personne ne va compenser les conséquences de tes actes. Tu es ton propre créancier et ton propre débiteur.
le conflit le plus profond surgit lorsque tu découvres qu'une partie de toi veut avancer et qu'une autre résiste de toutes ses forces. L'esprit cherche des raccourcis, rationalise la médiocrité, invente des arguments pour reporter l'essentiel. C'est ici que la responsabilité totale entre en jeu. Lorsque tu assumes que le coût de ne pas agir, tu le paies seul, et que chaque excuse est un investissement négatif dans ton propre avenir. Il n'y a pas d'acte de souveraineté plus grand que de cesser de chercher des complices pour tes renoncements. Le jour où tu acceptes que personne ne vient te sauver, cesse d'être terrifiant et devient libérateur. Personne d'autre ne porte tes chaînes, personne d'autre ne paie tes factures. Pose-toi la seule question qui compte. Vas-tu continuer à négocier avec ta propre faiblesse ou vas-tu assumer le prix complet de ta vie? La transformation ne commence pas lorsque le calendrier change. Elle commence lorsque tu décides de porter le poids de tes propres choix. Le pouvoir réside dans l'acceptation de tout, même de ce qui fait mal. Responsabilité totale dès aujourd'hui. Parce que le jour où tu t'appropries tes résultats, tu cesses d'être l'otage de tes excuses. 3. Fais une autopsie honnête de tes échecs. Je vais être honnête, il n'y a rien de plus inconfortable que de s'asseoir pour examiner ses propres échecs quand personne ne t'y oblige et que tout ton instinct crie de chercher une distraction. Il y a des jours, en particulier ceux qui suivent une promesse brisée ou une matinée gâchée, où je préférerais me justifier, chercher des excuses externes, blâmer la fatigue ou même inventer une explication convaincante pour ne pas faire face à ce qui a mal tourné. Mais si je prends le temps d'analyser ce qui m'a réellement freiné année après année, ce ne sont pas les circonstances, ni le manque de soutien, ni le temps, ni l'économie. Ce sont mes propres décisions mal prises, mes habitudes tolérées en silence et surtout ma capacité presque automatique à édulcorer la réalité quand elle me met mal à l'aise. Le plus grand piège n'est pas d'échouer, mais de déguiser l'échec, de le cacher derrière des mots doux ou un faux optimisme. L'autopsie honnête des échecs est un exercice brutal, car elle implique de démonter non seulement le résultat, mais toute la chaîne de petites concessions antérieures, cette négociation interne dans laquelle je sors toujours, d'une certaine manière, innocent dans ma version des faits. Si je prends du recul et que je dissèque un échec concret, une habitude abandonnée, un objectif reporté, une promesse vide, la première chose qui apparaît est le schéma. Ce n'est jamais un accident isolé. Il y a toujours des signaux préalables, de petits renoncements quotidiens qui s'accumulent jusqu'à ce que le poids devienne insupportable. Le mécanisme fonctionne généralement ainsi. Face à l'inconfort, l'esprit active un filtre qui minimise le manque, rationalise la paresse ou reporte l'autocritique avec l'argument que « je vais le revoir plus tard ». Mais ce plus tard arrive rarement. La véritable cause réside dans la tolérance à l'auto-tromperie, dans la capacité à négocier ses propres standards à la baisse. Peu de choses détruisent plus rapidement le caractère que de s'habituer à justifier chaque échec comme s'il était mineur. Ce que tu tolères aujourd'hui, tu le répètes demain, et ce que tu répètes te définit. L'autopsie honnête exige de déconnecter ce filtre et de tout regarder avec brutalité. Où j'ai échoué, quand j'ai commencé à céder, quelle justification je me suis donnée sur le moment, et surtout, quel bénéfice caché j'ai obtenu à ne pas faire d'effort. Ici, le réconfort n'est d'aucune utilité, seule la dissection froide et crue. L'échec n'est pas un accident, c'est une accumulation d'excuses. Si tu répètes le cycle, le résultat ne change jamais. La prochaine étape, encore plus inconfortable, est de retracer la conséquence. Chaque fois que tu permets une incohérence, même petite, tu introduis une fracture dans ton propre respect. Ce n'est pas seulement l'objectif non atteint qui pèse, mais le précédent psychologique. Ton esprit apprend qu'il peut négocier avec tes standards. L'autocritique sans anesthésie révèle que le plus grand dommage de chaque chute ne se trouve pas à l'extérieur, mais à l'intérieur, à ce point exact où tu cesses de croire en toi-même. Si chaque échec est rapidement couvert ou ignoré, le mécanisme se renforce. C'est ici que tu dois choisir entre le confort de la négation et la discipline de la vérité.
L'autopsie honnête n'est pas une cérémonie de culpabilité, mais un entraînement de rigueur mentale. Le caractère se construit en examinant sa propre faiblesse sans pitié, mais avec l'intention de ne pas répéter le schéma. L'excuse que tu utilises aujourd'hui sera la dette que tu paieras demain. Il n'y a pas d'échappatoire. De cette analyse émergent deux décisions fondamentales. Premièrement, identifier l'échec sans fioriture. Deuxièmement, définir l'action corrective sans attendre que la motivation revienne ou que l'environnement soit favorable. Chaque autopsie est une carte des routes que tu ne dois pas reprendre. L'honnêteté radicale est inconfortable, mais c'est le seul chemin vers la véritable souveraineté personnelle. Si tu ne peux pas faire face à tes échecs, sans les adoucir, sans te victimiser, sans chercher un réconfort facile, tu ne pourras pas non plus construire une discipline solide. Prends la responsabilité de chaque point faible exposé et transforme l'inconfort en base de ta prochaine décision. L'autopsie honnête est le test ultime de maturité. Là où la plupart cherchent refuge dans la négation, le stoïque trouve du matériel pour sa reconstruction. Si tu veux une année différente, commence par démonter, pièce par pièce, la machinerie de ton propre auto-tromperie. 4. Agis en silence, sans chercher d'approbation. Une silhouette se déplace parmi la foule comme si elle n'existait pas, les pas fermes, le regard fixé au sol, évitant le croisement de regards qui cherchent complicité ou le sourire facile qui demande reconnaissance. Dans la main, une petite clé, presque cachée, symbole d'une décision prise en secret. Il y a quelque chose dans cette démarche contenue qui trahit une intention. Elle ne cherche pas d'applaudissements, ne cherche pas de témoins. Elle avance simplement, portant la détermination comme un poids invisible qui se ressent dans la tension des épaules et la sérénité du visage. Le brouhaha autour insiste pour attirer l'attention, pour célébrer chaque geste public, pour transformer tout objectif en un spectacle partagé. Mais celui qui comprend la valeur de l'action silencieuse sait que le vrai travail se construit loin des caméras et des commentaires, là où la seule voix qui compte est la sienne. Agir en silence n'est pas se cacher, c'est choisir le terrain où tes décisions n'ont pas besoin de combustible externe. Chaque fois que tu annonces tes objectifs en attendant des réactions, tu ouvres la porte à une dette émotionnelle. Les yeux des autres deviennent des juges et ta motivation devient l'otage de leurs attentes. L'habitude de publier des intentions est un piège sophistiqué. Elle te récompense avec une dose rapide d'approbation, mais elle te vole la faim d'avancer quand personne ne regarde. Le véritable progrès se produit dans l'ombre des petits actes, dans cette routine inconfortable qui n'a pas besoin de témoins ni d'applaudissements. Quand personne ne célèbre ta discipline, c'est là que le caractère se forge réellement. Le mérite ne réside pas dans la promesse publique, mais dans la constance privée. Observer ceux qui font de l'annonce une habitude révèle un schéma clair. L'enthousiasme initial s'épuise rapidement. L'énergie se disperse en commentaires et en likes, et ce qui semblait être un engagement solide s'effondre dans la première semaine. L'environnement récompense l'apparence d'effort bien avant l'effort réel. C'est pourquoi choisir le chemin de l'action silencieuse est un acte de rébellion contre le bruit de l'époque. Il y a quelque chose d'à peine subversif à se lever tôt, à suivre sa routine, à écrire, à s'entraîner, à lire, à s'améliorer, sans que personne ne le sache, sans photo, sans récit. Le muscle qui s'entraîne en privé est le seul qui ne s'atrophie pas lorsque la motivation disparaît. Fais-le en silence, la discipline n'a pas besoin de témoins. Cette phrase courte suffit à te rappeler que la véritable transformation ne sera jamais un spectacle. Le premier mois de l'année est une scène saturée de promesses publiques, de nouveaux agendas remplis d'intentions, des publications sur des objectifs, des confessions de changements radicaux partagées entre rire et complicité superficielle. L'air sent l'attente, mais en dessous, la plupart ne veut que la sensation d'avancement, pas l'avancement lui-même. C'est pourquoi celui qui choisit de se taire et d'agir construit un avantage silencieux. Pendant que les autres dépensent de l'énergie à maintenir une image,
tu investis chaque minute dans des faits concrets. L'inconfort d'agir sans applaudissements est le filtre qui sépare ceux qui changent réellement de ceux qui ne décorent que la façade. Chaque nuit, pendant que les autres cherchent validation, ta seule question doit être si tu as respecté tes propres standards, pas si quelqu'un l'a vu. La force personnelle se fonde sur des actions que personne n'observe, sur des décisions inconfortables prises sans témoin ni excuse. L'estime de soi ne se fabrique pas avec des éloges extérieurs, mais avec le souvenir des fois où tu as choisi ce qui était difficile quand il était plus facile de céder. Le silence est le terreau fertile de la discipline. Tu n'as pas besoin d'un public pour soutenir tes mouvements. Tu as besoin de cohérence quand tu es le seul témoin. La nouvelle année récompense les discrets, ceux qui travaillent sous la surface, ceux qui transforment chaque jour en un investissement silencieux dans leur propre transformation. Si tu cherches un changement réel, disparais du radar des autres et fais de l'anonymat ton avantage. Il n'y a pas d'applaudissement plus précieux que celui de ta propre conscience quand tu sais que tu as fait ce qu'il fallait, même si personne ne le célèbre. 5. Profite de l'inertie collective à ton avantage. Profite de la stupidité collective où tu seras entraîné par elle. C'est aussi simple que ça, aussi brutal. Janvier est la haute saison de l'auto-tromperie et des promesses vides. Mais c'est aussi le seul moment de l'année où l'environnement, bien que rempli de fausses intentions, déploie une énergie massive vers le changement. Si tu ne comprends pas comment tirer parti de cette inertie, tu seras englouti par le tourbillon des excuses des autres et des tiennes. La plupart jouent à commencer, mais seuls quelques-uns transforment l'élan général en véritable avantage. Pendant que tout le monde partage ses résolutions à voix haute et se dégonfle en silence, tu as l'opportunité d'utiliser le courant à ton avantage, non pas comme une anesthésie, mais comme un accélérateur. Le secret ne réside pas dans le fait de se fondre dans la foule, ni de chercher refuge dans l'enthousiasme collectif, mais d'être brutalement sélectif. Absorbe l'énergie de l'environnement, mais n'adopte pas sa médiocrité. Ne viens pas te justifier en disant que la motivation est un mensonge ou que l'euphorie de janvier est passagère. Bien sûr que c'est le cas, mais seul un idiot refuse de profiter du vent en sa faveur, même s'il sait qu'il s'arrêtera ensuite. Il ne s'agit pas de dépendre de l'environnement, mais de l'exploiter tant qu'il dure, et ensuite de continuer à pédaler quand tout le monde a déjà lâché le guidon. La différence entre avancer et stagner réside dans ce que tu fais, quand tous ceux qui t'entourent commencent à céder. C'est le seuil où se sépare celui qui agit de celui qui fait seulement semblant. Ne te trompe pas, si tu te laisses entraîner dans la même courbe descendante que les autres, ce cycle où tout le monde abandonne au bout de 2 semaines, tu n'as pas le droit de blâmer qui que ce soit d'autre. Tu le savais et pourtant tu t'es laissé emporter. L'inertie collective est un outil, pas une excuse. Tu ne viens pas ici pour attendre que l'environnement te facilite le chemin, mais pour utiliser chaque particule d'énergie ambiante comme levier, sans devenir dépendant d'elle. La plupart ont besoin du bruit extérieur pour se sentir vivant. Toi, tu as besoin de résultats. Vas-tu laisser la fatigue des autres dicter quand tu t'arrêtes? Si l'environnement s'éteint, tu continues. Si la motivation meurt, ta discipline la remplace. Tu n'es pas le produit de la masse, tu es l'architecte de ta force. Ne parle pas, n'explique pas, ne demande pas la permission. Agis pendant que tout le monde se distrait dans l'euphorie et continue quand la fête est terminée et qu'il ne reste que l'écho des promesses non tenues. Cette saison met à l'épreuve ton tempérament. L'environnement t'invite à tomber dans l'auto-apitoiement lorsque la nouveauté s'estompe, à chercher des excuses lorsque la fatigue pèse, à normaliser la médiocrité parce que tout le monde la pratique. N'achète pas ce billet. Chaque fois que tu cèdes au rythme collectif, tu renonces à ton avantage silencieux. Si tu utilises l'inertie externe seulement comme élan initial et que tu lâches ensuite du lest, tu deviens le genre de personne qui n'a pas besoin que le monde soit d'accord pour avancer. La foule endort, la discipline réveille. Choisis l'inconfort de rester debout quand les autres sont déjà assis. Rends-le inconfortable pour toi-même de laisser les choses inachevées.
Rends-le intolérable de suivre la tendance d'abandonner parce que tout le monde le fait. Utilise le démarrage collectif seulement comme carburant, mais n'oublie pas, la véritable course commence quand la foule se disperse et que le silence revient. Là, en l'absence de témoins, tu te définis. Janvier est le filtre, pas le raccourci. Si tu profites de l'inertie collective avec intelligence, tu te places en avant pendant que les autres comprennent à peine que le jeu a déjà commencé. Ne te dilue pas dans la masse. Arrache à tous le seul avantage qu'ils offrent, l'élan initial. Ensuite, le travail est uniquement le tien. 6. Maintiens la discipline quand la motivation meurt. La motivation est une visite fugace. Elle ne reste jamais assez longtemps pour fonder une nouvelle vie sur sa présence. Personne ne veut l'entendre, mais c'est la vérité la plus crue. Si tes progrès dépendent de ressentir de l'enthousiasme ou de l'énergie, tu es condamné à répéter l'abandon dès que l'émotion s'estompe. Le mécanisme interne est toujours le même. Tant que la nouveauté pousse, l'esprit coopère, il s'illusionne même sur son propre potentiel. Mais dès que la fatigue, l'ennui ou le moindre inconfort apparaissent, le filtre de l'auto-justification s'active. À l'intérieur, surgit le conflit essentiel. Une partie de toi exige la continuité. L'autre cherche n'importe quelle excuse pour se débarrasser du fardeau. L'épuisement n'est pas physique, il est mental. C'est le poids de tenir une promesse quand plus personne ne la célèbre, quand la monotonie commence à ronger l'élan initial. Maintenir la discipline dans ce vide de reconnaissance est le véritable filtre du caractère. Soyons clairs, la motivation n'a jamais été une stratégie, c'est à peine un état d'esprit. Et les états d'esprit sont aussi stables que le sable dans la main. Si tu te surprends à négocier avec toi-même chaque matin, si tu remarques que ton esprit commence à te proposer des rabais émotionnels, juste aujourd'hui je me repose, demain je reprends le rythme, j'ai déjà fait assez, c'est parce que l'enthousiasme s'est déjà évaporé et qu'il est maintenant temps de payer le prix réel du changement. La plupart abandonnent à ce seuil, non pas parce que la tâche est impossible, mais parce qu'elle devient insipide, inconfortable, étrangère aux applaudissements. Le calendrier n'a pas de compassion, pas plus que la vie. Personne ne va te rendre les jours où tu as cédé à la paresse juste parce que l'éclat de la nouveauté a disparu. C'est ici que se séparent ceux qui transforment leur identité de ceux qui ne changent que d'agenda. Le mécanisme psychologique est brutalement honnête. Chaque fois que tu restes ferme en l'absence de motivation, tu renforces le muscle de la souveraineté personnelle. Chaque fois que tu cèdes, ton standard descend d'un échelon et ton estime de soi s'affaiblit un peu plus. Maintenir la discipline quand l'enthousiasme meurt, c'est comme payer une dette que personne ne te réclame, mais qui pèse sur la conscience si tu l'ignores. Le véritable changement se produit à ce point de friction, quand l'esprit cherche une issue et que tu décides de la fermer. Ce n'est pas de l'héroïsme ni de l'inspiration, c'est une décision froide. Aujourd'hui, je m'acquitte de ma promesse, non pas parce que je le ressens. Je n'ai pas besoin de motivation, j'ai besoin de cohérence. Le conflit interne lors de ces jours gris révèle qui commande dans ta vie. Si tes actions sont dictées par des émotions changeantes ou par des règles qui ne se négocient pas. L'élan émotionnel peut te lancer, mais seule la discipline te mène à la transformation. C'est l'entraînement quotidien. Se lever quand tu préférerais remettre à plus tard, accomplir quand personne ne regarde, te maintenir quand le monde a déjà oublié ses propres promesses. Les petites décisions inconfortables, répétées en silence, te transforment en quelqu'un qui peut avoir confiance en soi même lorsque l'enthousiasme n'est qu'un lointain souvenir. Fais ce qui est juste, même sans envie. C'est la frontière entre la fantaisie du changement et la réalité de l'amélioration. Chaque fois que tu maintiens la discipline sans motivation, tu crées un fossé entre ce que tu étais et ce que tu peux devenir. C'est le travail invisible qui, avec le temps, fait que la difficulté devient naturelle et que la constance cesse d'être une lutte pour devenir une partie de ton identité. Quand tu comprends cela, tu cesses de dépendre du calendrier, de l'euphorie collective ou de la reconnaissance externe.
tu n'es plus otage de tes états d'esprit. La seule chose qui te soutient, c'est ta parole. Et cela suffit. La discipline est le contrat silencieux que tu signes avec toi-même quand personne d'autre ne regarde. C'est la seule garantie que lorsque la motivation mourra, et elle meurt toujours, tu continueras d'avancer. 7. Définissez des règles internes non négociables. Vous vous tenez devant le réfrigérateur, la porte entrebâillée, la lumière blanche illuminant la cuisine silencieuse alors que tout le monde dort. Vous avez dit qu'après le dîner, vous ne prendriez que de l'eau, qu'il n'y aurait plus de permis, que c'était votre nouvelle règle. Mais vous êtes là, en train de négocier. Un biscuit, juste un, demain je compense. Le mécanisme est presque automatique. L'esprit cherche la faille par où s'introduire, fabrique des exceptions, rationalise la petite trahison. Et ce même schéma se répète sur le téléphone vérifié à minuit, lors de l'entraînement sauté par fatigue, dans l'excuse répétée de « je commence sérieusement lundi ». Si vous analysez froidement, vous verrez que l'absence de règles internes solides est la principale raison pour laquelle vos intentions s'évanouissent avant la deuxième semaine. Sans des normes non négociables, tout élan se dilue à la première contrariété et votre respect de soi en paie le prix. Les règles internes non négociables ne sont pas de belles phrases ni des intentions vagues. Ce sont des limites claires qui ne se brisent pas, même lorsque personne ne regarde. L'objectif n'est pas de devenir rigide ou inflexible, mais de créer un cadre mental qui réduit la fatigue de décider à chaque étape, éliminant l'option de céder à la tentation du moment. Quand l'esprit sait qu'il y a des lignes à ne pas franchir, l'énergie qui était auparavant gaspillée dans des négociations internes est libérée pour ce qui compte vraiment: agir. Sans ces règles, chaque décision devient une bataille, et la fatigue de tant de micro-décisions vous rend vulnérable juste au moment où vous avez le plus besoin de fermeté. C'est un mécanisme de protection contre votre propre auto-tromperie. Un filtre qui sépare ce que vous avez promis de ce que vous tolérez réellement. L'erreur commune est de compter sur la volonté comme si c'était une ressource inépuisable. Mais la réalité est autre. La volonté fluctue, la motivation s'éteint et l'environnement coopère rarement. La seule chose stable est le système de règles internes que vous décidez de respecter sans exception. C'est pourquoi le véritable progrès ne dépend pas d'avoir des jours parfaits, mais d'avoir des normes non négociables les jours imparfaits. Votre parole envers vous-même est le seul contrat qui compte. Cette phrase est simple, mais elle renferme toute la logique du stoïcisme. Vous pouvez décevoir n'importe qui, sauf la version de vous-même qui décide froidement et agit avec passion. La conséquence de ne pas avoir de règles est prévisible. Chaque fois que vous cédez, votre caractère s'érode. Ce n'est pas le biscuit, ni l'alarme repoussée, ni l'entraînement manqué. C'est le précédent interne que vous laissez installer. Le cerveau apprend vite quel est votre véritable standard et il le reproduit. La mise en œuvre exige de la rigueur et du détail. Un simple « je vais mieux manger » ou « je vais faire de l'exercice » ne suffit pas. Une règle non négociable est concrète. Je ne mange pas après 8 heures. Je ne consulte pas mon téléphone avant de prendre ma douche. Je ne me couche pas sans avoir respecté ma routine minimale, même si c'est inconfortable. Le truc est de concevoir peu de règles, mais strictes. Trop de normes dispersent l'attention et finissent par s'effondrer en chaîne. Peu, strictes et respectées quoi qu'il arrive. Ici, il n'y a pas de place pour des exceptions déguisées en auto-soin. Chaque exception est une fracture dans la structure. Mieux vaut une seule règle respectée à la lettre que 10 promesses brisées chaque semaine. Le processus est direct. Définissez la ligne, répétez-la chaque jour, respectez-la dans toutes les conditions. Lorsque l'esprit commence à négocier, rappelez-vous la seule question valable. Quel type de personne veux-je être quand personne ne regarde? La réponse n'admet pas de rabais. La discipline est une question d'identité, pas de motivation. Ainsi, lorsque vous arriverez à ce moment inconfortable, la nuit devant le réfrigérateur, le téléphone brillant dans l'obscurité, la tentation de céder, vous ne serez plus en train de décider, vous serez juste en train de confirmer la personne que vous vous efforcez de devenir.
La différence est faite par ces règles invisibles qui soutiennent votre comportement lorsque la motivation est partie et que l'environnement n'applaudit pas. Si vous voulez une année différente, commencez par définir les lignes internes que vous ne franchirez pas, puis respectez-les comme si votre vie en dépendait. Parce qu'au niveau du caractère, c'est exactement cela. 8. Réalisez une action difficile chaque jour. Je l'admets, il y a des jours où je me réveille, et la première chose que je ressens est une résistance silencieuse, une sorte de lourdeur dans la poitrine quand je pense à la tâche que je crains le plus d'affronter. Cela peut être aussi simple qu'une conversation inconfortable que je remets à plus tard, un appel qui pèse à cause de tout ce qu'il implique, l'entraînement que je déteste parce qu'il révèle à quel point je suis encore faible, ou m'asseoir pour écrire cette page qui ne coule pas et qui expose toutes mes limites. Le corps le sait avant l'esprit. La gorge se serre un peu, la mâchoire se tend. Les pensées cherchent une issue, n'importe quelle excuse pour retarder l'affrontement. Ce n'est pas de la peur au sens classique, c'est le reflet appris d'éviter tout ce qui exige un effort hors du commun. Mais si je laisse ce mécanisme dominer, la journée m'échappe dans des engagements mineurs, dans de petites tâches qui ne servent qu'à éviter la seule action qui pourrait vraiment faire avancer les choses. Ce qui est le plus difficile apparaît toujours en premier dans la liste mentale, mais reste souvent non coché, et cela constitue une fracture quotidienne dans le respect de soi. Il ne s'agit pas d'un grand exploit, ni de promettre des révolutions personnelles chaque matin. Je parle d'une seule action, concrète, inconfortable, qui chaque jour défie le muscle de la volonté. Le principe est brutal. Le changement ne se construit pas avec des intentions douces, mais en accumulant de petites victoires sur la partie de soi qui cherche toujours refuge dans la facilité. La journée se divise entre ce que vous voulez faire et ce que vous devez faire, et presque toujours, ce qui vous coûte le plus est ce qui vous transforme le plus. Le problème est que le cerveau apprend vite à négocier. Il vous murmure que ce n'est pas le bon moment, que demain vous aurez plus d'énergie, que ce n'est pas grave si vous remettez à plus tard. Mais chaque fois que vous cédez, vous renforcez la programmation de l'évasion. Faites une chose difficile par jour et vous verrez de quoi vous êtes fait. C'est la phrase que je me répète quand le confort veut me séduire. La scène est simple. La liste des tâches sur la table, le téléphone à portée de main, la respiration un peu plus courte quand vous regardez la tâche que vous évitez. Parfois, il suffit de mettre ses baskets pour aller courir. D'autres fois, c'est d'écrire le premier paragraphe, de composer ce numéro, de dire à voix haute ce que vous gardez silencieux depuis des jours. Il n'y a pas d'épopée, juste une gêne palpable. Le pouls s'accélère, la sueur apparaît dans les paumes. L'esprit propose des alternatives plus simples, répondre aux emails, nettoyer la maison, vérifier les messages, mais vous savez que ce sont des distractions. Le moment clé est cette seconde entre décider et agir, où tout votre système interne veut reculer. Si vous parvenez à franchir ce seuil, même une seule fois par jour, vous démontez l'habitude de fuir. Vous n'avez pas besoin de faire 10 choses héroïques, juste une qui vous dérange vraiment. La différence entre ceux qui construisent une année différente et ceux qui répètent le cycle de l'abandon se trouve juste là, dans la capacité à choisir le chemin inconfortable chaque jour, sans attendre de vous sentir prêt. Parce qu'il ne s'agit pas de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit, ni de collectionner des actions parfaites. Il s'agit de défier l'auto-tromperie, de vous prouver que vous pouvez exécuter ce qui vous déplaît le plus, même en dose minimale. Chaque jour où vous réalisez une action difficile, vous devenez quelqu'un un peu moins gouverné par la paresse, un peu plus maître de votre destin. L'inconfort est le prix de votre souveraineté. L'action inconfortable est le nouveau standard du respect de soi. Ce n'est pas un slogan motivationnel, c'est la seule garantie que l'année ne vous échappera pas entre des excuses élégantes et des justifications raisonnables. Si aujourd'hui vous décidez de cocher la tâche la plus difficile, même si la voix tremble, même si le corps proteste, vous aurez fait en une seule action ce que la plupart des gens ne parviennent pas à faire en un mois, briser l'habitude de fuir de vous-même.
Cela et seulement cela est le véritable début de toute transformation. Il y a une vérité que beaucoup d'hommes préfèrent ne pas regarder en face. Le respect ne se demande pas, il s'impose par la manière dont on se maîtrise soi-même. Peu importe combien tu parles, ni à quel point tu essaies de paraître fort. Ce sont tes gestes, tes silences et la façon dont tu te tiens sous pression qui définissent ton autorité aux yeux des autres. Le stoïcisme ne te promet pas une admiration automatique, mais il t'avertit. Celui qui ne contrôle pas ses impulsions paie le prix de l'irrélevance. Dehors, chaque erreur publique, chaque geste de faiblesse débordante s'accumule contre toi comme une dette difficile à rembourser. La discipline n'est pas négociable si tu cherches un respect réel. Tu peux avoir du talent, même du pouvoir, mais si ton caractère se fracture en public, si tu te laisses emporter par la colère, la plainte ou le besoin de validation, tu deviens rapidement quelqu'un de facile à ignorer. L'autocontrôle est l'armure invisible de l'homme fort. Tu n'as pas besoin de prouver quoi que ce soit à grands cris. La présence se remarque davantage lorsque la force est contenue. Ce n'est pas de l'orgueil vide, c'est savoir que celui qui se maîtrise déjà a vaincu l'essentiel. Aujourd'hui, je vais te montrer 8 attitudes que tu dois bannir de ton comportement public si tu veux cesser d'être perçu comme un parmi tant d'autres. Parce que le respect ne se donne pas et ne se négocie pas, il se construit dans chaque réaction, dans chaque mot mesuré, dans chaque moment où tu choisis de rester ferme. Garde ton pouvoir sous contrôle, et le monde apprendra à te traiter avec le sérieux que tu exiges. 1. Contrôle tes réactions en tout temps. Il m'est inconfortable de l'admettre, mais pendant des années, j'étais de ceux qui cherchaient à se justifier chaque fois qu'ils ne parvenaient pas à contrôler leurs réactions. Je me cachais derrière des phrases comme « je n'ai pas pu m'en empêcher ». C'était la goutte qui a fait déborder le vase. C'est qu'on m'a provoqué. Je le faisais parce qu'il était plus facile de placer la responsabilité loin de moi que d'assumer la vérité. Mon incapacité à me gouverner me pesait dans n'importe quel endroit où j'entrais. La plupart des gens passent leur vie à croire que leurs réactions sont quelque chose qui se produit simplement, comme un reflet inévitable de l'environnement, alors qu'en réalité, elles sont la preuve la plus pure d'un manque d'entraînement mental et émotionnel. Si tu sors dans la rue et que tu crois avoir le droit d'exploser parce que les choses ne se passent pas comme tu le souhaites, tout ce que tu fais, c'est montrer au monde combien tu as peu travaillé sur toi-même. C'est ce que personne ne te dit. Chaque fois que tu perds ton calme, tu paies une dette envers ton propre respect. Peu importe si tu as raison ou si la situation était injuste. Le respect ne se négocie pas avec des excuses, il se gagne avec du contrôle. Contrôler tes réactions n'est pas une suggestion philosophique douce. C'est une exigence pour tout homme qui souhaite avoir une véritable autorité sur lui-même. Mais bien sûr, c'est ici que surgit le piège mental le plus courant, l'auto-tromperie de penser que être authentique signifie céder à chaque impulsion. Ce n'est pas de l'authenticité, c'est de la paresse émotionnelle. L'authenticité sans filtre n'est qu'une excuse bon marché pour ne pas travailler sur son caractère. Crois-tu vraiment que quelqu'un va respecter un homme qui explose, qui crie, qui déborde à la moindre pression? Ce que tu projettes n'est pas de la force, c'est une fracture dans l'autocontrôle. Les gens t'observent et prennent note, même s'ils ne disent rien. L'homme qui ne peut pas contrôler ses réactions devient un fardeau, quelqu'un d'imprévisible, et personne n'admire ni ne suit celui qui ne peut pas se gouverner lui-même. L'autocontrôle est un investissement émotionnel qui exige de la discipline tous les jours, pas seulement quand cela t'arrange, pas seulement quand tu es de bonne humeur, mais juste au moment où l'environnement te met à l'épreuve. Il y a une vérité inconfortable. La plupart des gens ne réalisent le prix de leurs réactions que lorsqu'ils ont déjà perdu le respect des autres. Mais la réalité est que chaque fois que tu tombes dans le piège de la réaction automatique, tu laisses les autres avoir du pouvoir sur ton état interne. Tu deviens une marionnette des circonstances. Tu n'as pas d'excuses. L'autocontrôle n'est pas quelque chose avec lequel on naît. C'est un muscle qui se développe à force d'inconfort et de répétition. Si tu te justifies en disant que c'est comme ça que tu es, tout ce que tu démontres, c'est ta peur de changer. Le respect ne se demande pas, il s'impose par des actions.
Personne ne respecte celui qui se laisse emporter par ses impulsions, car tout le monde sait, même s'il le cache, que c'est un signe de faiblesse. La véritable force réside dans le fait de rester ferme lorsque l'impulsion te pousse à exploser. L'homme qui se maîtrise lui-même maîtrise la situation. Ni l'intelligence ni le talent ne te sauveront si tu ne sais pas gouverner ton tempérament. Tu peux avoir les meilleurs arguments, la meilleure présence. Mais si tu perds le contrôle en public, tout cela s'effondre. Le respect ne se négocie pas, il s'exige en silence par la discipline. Chaque réaction excessive est une brique de moins dans la construction de ton autorité personnelle. Si tu veux que ta parole ait du poids, que tes décisions soient prises au sérieux, commence par démontrer que rien d'extérieur ne peut te sortir de ton centre. L'autocontrôle n'est pas de la répression, c'est une stratégie. C'est avoir la capacité de choisir ta réponse, pas d'être esclave de tes impulsions. Ne te trompe pas. La différence entre l'homme ordinaire et celui qui fait la différence réside dans la manière dont il répond, pas dans la manière dont il réagit. L'autocontrôle est du respect accumulé. Que quelque chose te dérange ne te donne pas le droit de perdre le contrôle. Que quelqu'un te provoque ne justifie pas que tu te rabaisses à son niveau. L'homme qui se contrôle en public n'est ni froid ni insensible. Il est conscient du poids de ses actions. C'est ainsi que l'on gagne une véritable autorité, depuis le calme sous pression, depuis la maîtrise de soi. Le respect se construit lorsque tu deviens le maître de toi-même. Il n'y a pas de raccourci. L'autocontrôle est du pouvoir en état pur. Contrôle tes réactions, ou elles te contrôleront. 2. Évite de te plaindre. Agis avec détermination. Parfois, l'esprit devient une machine à fabriquer des excuses, comme une imprimante qui ne cesse de cracher des feuilles remplies de petites plaintes et de lamentations, chacune avec son écriture floue et sa justification médiocre. Tu peux sentir le poids de ces papiers s'accumulant sur le bureau invisible de ta conscience, occupant de l'espace, entravant le mouvement, sabotant ta capacité à agir. Chaque fois que tu te permets de te plaindre, ce que tu fais en réalité, c'est remettre le gouvernail de ta vie à l'inertie. La plainte est cette habitude sournoise qui se déguise en autocompassion, mais qui, au fond, est un pur abandon de soi. C'est une renonciation déguisée en exutoire. Tu penses que parler de tes frustrations te soulage, mais la vérité est que tu renforces seulement ton identité de victime. Et c'est le plus loin que tu puisses être du respect de soi et des autres. Derrière chaque plainte se cache une croyance silencieuse, presque toujours la même. Quelqu'un me doit quelque chose. C'est ce mécanisme interne qui espère que le monde s'adapte, que les circonstances tournent en ta faveur sans aucun effort réel de ta part. Il est confortable de regarder autour de soi et de chercher des coupables, de pointer du doigt le climat, le gouvernement, la chance, les gens, les conditions. Mais dans ce confort, il y a un prix très élevé. Tu cèdes ton pouvoir. L'esprit s'habitue rapidement à ce système d'évasion. La sensation momentanée de soulagement que procure le lamentement est addictive. Mais c'est du pain pour aujourd'hui et de la faim pour demain. Car chaque fois que tu te plains, tu entraînes ton cerveau à chercher des excuses au lieu de solutions. Et cette habitude devient une chaîne invisible. La psychologie profonde le sait. Se plaindre est une façon d'éviter le véritable conflit. Il est plus simple de verbaliser le malaise que de faire face à l'inconfort de changer ce qui ne fonctionne pas. L'homme qui se plaint en public, qui utilise ses mots pour évacuer sa frustration et non pour résoudre, laisse clairement entendre qu'il n'ose pas assumer le coût de l'action. C'est comme s'il préférait accumuler des dettes émotionnelles plutôt que de les régler par des décisions. La plainte répétée n'est pas une catharsis, c'est un auto-sabotage. L'environnement le perçoit, même si personne ne le dit. Les gens observent celui qui trouve toujours un motif de se lamenter et comprennent, sans mots, qu'il y a derrière cela quelqu'un d'incapable de prendre le contrôle de sa propre vie. Le respect disparaît en silence, car personne ne suit celui qui se cache sous le déguisement de l'aggrieved. La véritable détermination commence lorsque tu décides d'arrêter d'alimenter cette imprimante interne. Lorsque tu reconnais que la plainte ne change rien, mais que l'action change tout.
C'est une décision inconfortable, car elle implique d'accepter qu'il n'y a aucune garantie, que rien ni personne ne viendra résoudre pour toi ce que seul toi peux affronter. C'est le conflit interne le plus difficile. Abandonner la fantaisie selon laquelle le monde est injuste envers toi et assumer la responsabilité radicale de tes circonstances. Cela peut faire mal, car cela implique de rompre avec des années d'habitudes et d'excuses bien ancrées. Mais c'est là que se trouve le point de basculement. Personne ne respecte l'homme qui choisit le chemin facile de la plainte. L'admiration est réservée à celui qui se lève, à celui qui agit malgré l'inconfort et la peur, à celui qui comprend que l'autocompassion est un piège mortel. Si tu choisis de te plaindre, tu t'habitues à la passivité. Si tu choisis d'agir, tu entraînes ta volonté. C'est aussi simple que cela. Le respect se construit en résolvant, pas en se lamentant. L'homme qui transforme chaque plainte en un pas vers l'action devient fiable dans n'importe quel environnement. Et cela se remarque. Celui qui se plaint toujours ne dirige jamais. Il ne s'agit pas de durcir le cœur, ni de réprimer ce que tu ressens, mais de comprendre que la plainte n'est que le premier élan, et que ta véritable valeur se mesure à ce que tu fais après l'avoir ressenti. La clé est de bouger, même si c'est inconfortable, même si c'est difficile. Plus d'action, moins de lamentation. Respecte-toi suffisamment pour ne pas offrir ton énergie à l'inertie. Un homme déterminé laisse ses actes parler, pas ses plaintes. 3. Ne participez pas aux rumeurs ni aux commérages. Vous entrez dans le bureau et déjà de loin, vous percevez ce murmure, cette conversation à voix basse qui s'arrête dès que vous vous approchez. Vous voyez les regards se croiser, le geste rapide de celui qui cache son téléphone. La scène est si commune qu'elle passe presque inaperçue, mais elle est là. Le mécanisme social de la rumeur fonctionne en temps réel. Il n'est pas nécessaire que quelqu'un vous explique ce qui se passe. Tout le monde, à un moment donné, a ressenti la tentation de participer, d'ajouter un détail, de laisser un commentaire acerbe sur quelqu'un qui n'est pas présent. Cela semble inoffensif, presque divertissant, comme une façon d'appartenir au groupe ou de se sentir informé. Mais si vous l'analysez froidement, ce qui se passe là est une érosion invisible de la confiance mutuelle et du respect de soi. Le commérage n'est pas seulement un passe-temps innocent, c'est une stratégie pauvre pour obtenir une validation à bas prix. Lorsque vous participez à des rumeurs, vous achetez un billet bon marché pour entrer dans la conversation. Mais le prix caché est votre crédibilité. L'esprit cherche souvent à se sentir inclus et le raccourci le plus rapide est généralement de partager des informations qui ne vous concernent pas ou d'alimenter la curiosité malsaine de l'environnement. C'est un mécanisme de défense déguisé en sociabilité. Parler des autres détourne l'attention de vos propres insécurités, vous fait vous sentir un peu moins exposé. Cependant, chaque fois que vous choisissez ce chemin, vous laissez une marque sur votre caractère. Les gens peuvent rire avec vous, acquiescer ou feindre la complicité, mais au fond, ils prennent note de qui vous êtes quand personne ne regarde. La réputation se construit ou se détruit dans ces petits échanges, car celui qui parle des autres, tôt ou tard, sera perçu comme peu fiable. Le respect naît de la solidité, pas de la langue trop déliée. D'un point de vue stoïque, participer à des rumeurs est un signe de manque de structure interne. C'est l'esprit qui cherche à se soulager à l'extérieur de lui-même, incapable de supporter l'inconfort du silence ou du vide social. L'homme discipliné n'a pas besoin de remplir les espaces avec des histoires de tiers, car il comprend que son énergie est mieux investie dans ce qu'il peut contrôler, ses actes, sa parole, sa présence. Céder à l'impulsion de faire des commérages, c'est admettre que vous dépendez de l'approbation des autres pour vous sentir partie intégrante. C'est en essence une forme de faiblesse. Il n'y a pas de plus grande preuve de force que de savoir garder le silence lorsque d'autres se livrent à la spéculation. Celui qui maîtrise sa langue maîtrise son destin. C'est la ligne qui sépare l'homme respectable de celui qui n'est divertissant que par moments. Les conséquences de tomber dans le jeu de la rumeur transcendent le social.
Psychologiquement, vous alimentez une habitude qui vous entraîne à chercher le défaut chez les autres au lieu de travailler sur vos propres lacunes. C'est un investissement émotionnel négatif. Plus vous passez de temps à parler des autres, moins vous laissez d'espace pour l'introspection et la véritable croissance. De plus, chaque participation à un commérage est une décision qui renforce une identité peu fiable, même devant vous-même. Vous transformez la déloyauté en routine, et cela affaiblit toute autorité que vous pourriez prétendre exercer par la suite. L'homme qui se laisse entraîner par le courant des commérages est, au fond, incapable de supporter le poids de l'authenticité. Il n'a pas besoin d'ennemis. Il sabote lui-même son respect chaque fois qu'il ouvre la bouche pour parler d'un autre. Décider de ne pas participer aux rumeurs est une preuve d'autocontrôle aussi claire que n'importe quelle autre. Cela exige de l'inconfort. Parfois, cela implique de garder le silence lorsque tout le monde s'attend à ce que vous ajoutiez de l'huile sur le feu ou même de défendre quelqu'un d'absent. Mais là est le point. L'autorité morale se fonde sur les moments où personne n'applaudit, sur les décisions qui coûtent une acceptation immédiate. Il ne s'agit pas de réprimer des opinions ni de vivre isolé, mais de choisir, de manière consciente, quel type d'homme vous voulez être. La confiance et le respect se construisent lorsque vous êtes un filtre, pas un mégaphone. Parler moins des autres et plus avec soi-même est une stratégie de pouvoir. Respectez-vous suffisamment pour ne pas offrir votre parole à la rumeur. La confiance est un investissement à long terme, le commérage, une dette immédiate envers votre propre caractère. 4. Ne cherche pas l'approbation des autres. Rien ne te fragilise plus rapidement que de demander la permission d'exister. Observe n'importe quel homme qui entre dans une pièce et cherche du regard qui approuve sa présence. Sa posture se rétracte à peine, sa voix tremble en saluant, son rire dépend du volume des éclats de rire des autres. Chaque geste devient une pièce lancée en l'air, attendant de voir si le groupe la récupère. Il y a une anxiété presque palpable dans ses mouvements. Il jette des coups d'œil furtifs aux réactions, ajuste ses mots selon l'humeur ambiante, s'arrête au milieu d'une phrase s'il perçoit de l'indifférence. Cette quête désespérée d'approbation est une fracture dans l'identité que quiconque peut remarquer, même si personne ne le dit à voix haute. Le respect n'a pas besoin de demander des applaudissements. Le respect se soutient tout seul. Lorsque ton besoin de validation dirige tes actes, tu renonces à ton centre. Cela se voit dans la façon dont tu t'assois, toujours en veillant à ne pas prendre trop de place, comme si chaque centimètre de ta présence nécessitait une justification. Tu deviens expert à lire les gestes des autres, mais tu as oublié comment lire les tiens. Te demander si ce que tu fais plaît ou non devient un filtre déformant. Tu ne réagis plus, tu agis. L'homme qui cherche constamment l'approbation finit par être une copie bon marché de ce qu'il pense que les autres attendent de lui. L'authenticité n'est pas négociable. Elle se voit dans la fermeté de celui qui parle sans attendre d'applaudissements, dans celui qui ose soutenir le regard même si personne ne le regarde en retour. Le respect naît de l'auto-affirmation, pas de l'acceptation des autres. C'est l'une de ces vérités inconfortables que peu de gens veulent entendre, car cela implique de cesser de mendier reconnaissance et de commencer à la construire par des actions qui ne nécessitent pas de témoins. Regarde les scènes quotidiennes. Celui qui hoche toujours la tête, celui qui rit de tout, celui qui ne contredit jamais, celui qui s'excuse avant de dire quoi que ce soit. Ce sont de petites soumissions quotidiennes qui passent inaperçues, mais qui pèsent comme une pierre sur l'estime de soi. L'homme qui a besoin d'approbation ne peut pas diriger, car il est toujours un pas en arrière, attendant le feu vert pour avancer. Au travail, dans les groupes sociaux, en famille, la validation externe est une drogue bon marché. Elle procure un soulagement immédiat, mais laisse une gueule de bois d'insécurité. Chaque fois que tu changes ton opinion juste pour t'intégrer, chaque fois que tu exagères tes réussites en espérant reconnaissance, tu te fais plus petit à tes propres yeux. Le respect se construit en privé et se montre en public, jamais l'inverse. La philosophie stoïque est claire à ce sujet. Dépendre du jugement des autres, c'est remettre le gouvernail de ta vie entre des mains qui ne connaissent pas ta direction. L'homme précieux
est celui qui reste solide face à l'indifférence, celui qui n'a pas besoin d'être le centre d'attention ni le préféré du groupe. Il ne cherche pas à être admiré, il cherche à être intègre. Celui qui se désespère de plaire est facilement manipulé. Celui qui s'en tient à son propre jugement effraie ceux qui n'osent jamais briser le moule. Évite l'approbation, gagne le respect. C'est la différence. L'approbation est transitoire, elle s'évapore au premier faux pas, tandis que le respect, une fois gagné, se maintient même dans le silence. Dans la pratique, cesser de chercher la validation externe est un exercice inconfortable. Cela implique de supporter des regards de désapprobation, de rejeter l'impulsion de justifier chaque pas et d'accepter que parfois ta présence sera inconfortable pour ceux qui préfèrent le conformisme. Mais c'est le prix de l'autorité réelle. L'homme qui se respecte lui-même ne mendie pas d'appartenance. Il sait que le coût de l'authenticité est l'inconfort et que seul celui qui supporte ce poids peut regarder les autres sans baisser la tête. Il est facile de tomber dans le piège de vouloir plaire à tout le monde. Ce qui est difficile, c'est de se maintenir lorsque ce plaisir n'arrive pas. Mais là, juste là, c'est là que se mesure la fermeté de ton caractère. Ne cherche pas l'approbation, travaille ton jugement. Ne fais pas de ton essence un va-et-vient des applaudissements. La véritable admiration ne vient pas des autres, tu la construis chaque fois que tu choisis d'être toi-même, peu importe qui regarde. Le respect ne se demande pas, il s'impose. 5. Ne humilie pas, préserve la dignité des autres. Si tu as besoin d'écraser quelqu'un pour te sentir grand, la seule chose que tu réussis à prouver, c'est à quel point tu es petit en réalité. Il n'y a aucune justification ni contexte qui rende acceptable l'humiliation publique. C'est l'outil des personnes peu sûres d'elles, de celles qui n'osent pas affronter leurs propres lacunes. Beaucoup se cachent derrière l'idée que ce n'est qu'une blague, que c'est de sa faute, ou que c'est comme ça qu'on apprend. Mais la vérité est bien plus crue. Rabaisser les autres pour gagner de l'approbation ou marquer son territoire est une confession directe de faiblesse intérieure. C'est l'équivalent psychologique de s'endetter pour paraître riche. Chaque fois que tu choisis d'exposer une erreur d'autrui, de pointer une faille devant les autres ou de faire de quelqu'un d'autre ton exemple négatif, tu n'ajoutes rien à ton autorité. Au contraire, tu l'érodes, car le message est clair. Pour briller, tu dois éteindre la lumière de ceux qui t'entourent. Le respect obtenu au détriment de la dignité d'autrui est un respect pourri, et cela finit par te ronger. L'homme qui humilie en public révèle que son contrôle n'est qu'une façade. Il peut sembler sûr de lui, mais derrière chaque commentaire blessant se cache un esprit obsédé par la peur de ne pas être à la hauteur. Ce n'est pas de la force, c'est la peur de perdre sa place, la peur de se retrouver au même niveau que les autres. Et cela, tôt ou tard, se remarque. Tu peux être convaincu que mettre en évidence les défauts d'un autre te rend fort. Mais la vérité est que tu n'entraînes que l'environnement à se méfier de toi. Personne ne veut être près de celui qui ne sait pas mettre des limites à son propre ego. Personne ne respecte celui qui transforme l'autorité en abus déguisé en sincérité. Si chaque conversation est une occasion de laisser clairement savoir qui est le patron, si chaque erreur d'autrui est ton excuse pour te sentir supérieur, la seule chose que tu réussis à faire est de t'isoler derrière un mur de ressentiment et de méfiance. L'humiliation n'est pas du leadership, c'est de la lâcheté camouflée en pouvoir. L'excuse la plus pathétique est de dire que les gens doivent apprendre à supporter. Il ne s'agit pas d'adoucir la vie ni d'éviter la confrontation. Il s'agit de comprendre que la dignité d'autrui est une ligne à ne pas franchir si tu veux maintenir un respect réel. L'autocontrôle ne s'arrête pas à ton propre comportement. Il s'étend à la capacité de contenir l'impulsion d'écraser les autres pour briller. Si tu as besoin que les autres se sentent moins pour te sentir plus, ton respect de soi n'est qu'une illusion. Le respect gagné en détruisant un autre est une dette impayable. C'est la sentence que tu portes chaque fois que tu te permets d'être cruel. Personne n'oublie celui qui expose, celui qui se moque, celui qui utilise la vulnérabilité d'autrui comme monnaie d'échange. La mémoire sociale est plus longue que tu ne le crois, et la réputation que tu construis en humiliant
est la même qui te poursuivra lorsque ce sera toi qui seras sur la corde raide. Observe ton environnement. Les hommes dont le respect dure, ceux qui imposent vraiment, n'ont pas besoin de rabaisser qui que ce soit. Ce sont ceux qui savent corriger en privé, ceux qui comprennent que préserver la dignité d'autrui est un investissement à long terme. Car le jour où tu tomberas, où tu feras une erreur, ou où la vie te mettra à l'épreuve, seuls ceux qui se souviennent de ton intégrité seront prêts à te respecter. Humilier est la décision facile, la réaction impulsive qui procure un plaisir immédiat, mais à un coût à long terme. Tu deviens prévisible, craint, mais jamais admiré. Et voici la phrase qui devrait le plus te déranger. Celui qui humilie s'enterre tout seul. L'autocontrôle n'est pas seulement de faire taire tes impulsions les plus basiques, c'est aussi savoir quand contenir ta langue acérée, quand freiner le sarcasme, quand résister au désir de dominer la conversation au détriment d'un autre. C'est inconfortable, oui, car cela implique de renoncer à la gratification rapide. Mais c'est la différence entre l'homme qui cherche seulement à être vu et celui qui mérite vraiment d'être respecté. Si tu crois que tu dois faire sentir moins un autre pour affirmer ta place, c'est que ta place n'a jamais été vraiment la tienne. Le respect réel ne se construit pas sur les cendres d'autrui. Maintiens ton autorité sans détruire la dignité des autres, car celui qui ne sait pas respecter ne sera jamais respecté. 6. Protège ta vulnérabilité avec prudence. Je dois reconnaître quelque chose qui n'est pas facile pour moi. Il y a un type de peur que je n'ai jamais voulu admettre, celle qui apparaît juste au moment où je pense à me montrer tel que je suis. Pas la peur du ridicule ouvert, ni l'erreur évidente, mais celle de laisser exposer ces parties que les autres pourraient utiliser contre moi. La vulnérabilité a un double visage. D'un côté, c'est l'essence de ce qui nous rend humains et authentiques. De l'autre, si tu ne sais pas la protéger, elle devient la porte dérobée par laquelle n'importe qui peut entrer et démanteler ta sécurité. Pendant longtemps, on m'a vendu l'idée que se montrer vulnérable était un acte de bravoure absolue. Mais l'expérience m'a appris qu'il y a une ligne très fine entre le courage de se reconnaître incomplet et l'imprudence de livrer ses points faibles à n'importe quel spectateur. L'esprit joue ici un sale tour. D'une part, il veut du soulagement, il veut se sentir compris, il cherche ce petit répit que donne le partage de ce qui pèse. Mais il y a aussi ce mécanisme silencieux qui cherche l'approbation ou la compassion, déguisant en ouverture ce qui est en réalité une stratégie de défense. Parce qu'il y a des jours où tout ce que tu veux, c'est lâcher ce qui t'écrase, peu importe entre quelles mains tombe cette confession. C'est là que le conflit devient clair. Montres-tu ta douleur pour guérir ou juste pour soulager l'anxiété du moment? La différence est brutale. L'homme qui expose sa vulnérabilité sans filtre en public n'est pas courageux. Il dépose sa valeur dans l'empathie des autres, remettant le contrôle de son état interne à ceux qui ne le méritent peut-être pas. Celui qui remet sa fragilité à n'importe qui se prive de pouvoir. C'est la vérité inconfortable. La vie publique n'est pas un terrain neutre. Il y a ceux qui attendent ta faiblesse comme on attend une opportunité d'avantage. Non pas parce que le monde est cruel par définition, mais parce que la nature humaine est pleine de compétitions silencieuses, de comparaisons, de jugements rapides. L'erreur est de penser que la transparence absolue est synonyme de maturité. En réalité, c'est un pari risqué. Tu laisses ton armure à la porte en espérant que personne n'aura la tentation d'en tester le tranchant. Mais la réalité est autre. Le respect se construit lorsque tu choisis intelligemment à qui tu permets de voir ces parties de toi que tu ne sais pas encore contrôler. Montrer de la faiblesse à ceux qui n'ont pas encore prouvé leur loyauté, c'est comme remettre tes économies à un inconnu et espérer qu'il les garde. Ce n'est pas de la confiance, c'est de l'ingénuité déguisée en honnêteté. Ce n'est pas une invitation à te durcir jusqu'à devenir pierre. Il ne s'agit pas de réprimer ce que tu ressens, ni de vivre sous un masque de perfection. Il s'agit de comprendre que la prudence est une forme de respect de soi. L'homme qui s'expose sans filtre, qui transforme chaque crise interne en spectacle public,
perd de l'autorité car il transmet l'idée que n'importe quelle pression peut le briser. Et les gens, même s'ils le disent avec des mots doux, notent cette fragilité. Personne ne suit avec conviction celui qui semble toujours sur le point de s'effondrer. Ta vulnérabilité a de la valeur, mais seulement quand elle est gérée avec maturité et partagée dans des espaces sûrs. La prudence protège ce que l'impulsion détruit. C'est une règle difficile à accepter, mais elle sauve ton intégrité encore et encore. Il y a un petit piège psychologique derrière l'exhibitionnisme émotionnel. Tu crois qu'en montrant tout ce qui te fait mal, tu recevras de la compréhension, alors que souvent, tu ne fais que générer de l'inconfort ou, pire encore, des armes pour ceux qui voient dans ta fragilité une opportunité. La véritable force ne se mesure pas au nombre de personnes qui voient tes blessures, mais à ta capacité à te maintenir même lorsque tu brûles de l'intérieur. La prudence n'est pas de la froideur, c'est une stratégie. C'est savoir que le respect naît aussi du mystère, de l'autocontrôle, de la capacité à se contenir lorsque l'environnement l'exige et à s'ouvrir seulement devant ceux qui ont prouvé qu'ils sont dignes de ta confiance. Entraîner la prudence est en essence protéger la valeur de ta vulnérabilité. Ne fais pas de ta vie intérieure une vitrine pour des inconnus. Sélectionne avec rigueur les espaces et les personnes avec qui tu choisis de partager tes luttes. L'autorité personnelle se renforce lorsque tu choisis le silence plutôt que l'exposition gratuite. Cela ne te rend pas moins humain, cela te rend plus sage. Parce qu'au final, le respect des autres commence par la dignité avec laquelle tu prends soin de tes propres fractures. Ne donne pas ta vulnérabilité à ceux qui n'ont pas prouvé qu'ils la méritent. La prudence est le filtre qui sépare l'honnêteté de l'imprudence. 7. Ne discutez pas juste pour avoir raison. Une discussion mal orientée est comme une serrure forcée. Vous pouvez ouvrir la porte, mais vous finissez par laisser des marques visibles qui ne disparaissent jamais. L'obsession d'avoir raison agit comme cet élan maladroit qui, au lieu de tourner la clé avec patience, pousse avec colère jusqu'à déformer le mécanisme. Ce qui se brise n'est pas seulement la conversation, mais la confiance, le respect mutuel et, surtout, l'image que vous projetez à ceux qui vous observent. L'homme qui a besoin de gagner chaque argument, comme si chaque mot était un pouls pour le contrôle, révèle plus sur son insécurité que sur son intelligence. Insister sur la victoire verbale, même lorsque la situation est déjà résolue ou épuisée, est une fuite d'énergie et d'autorité. Le respect ne s'obtient jamais par l'accumulation de victoires dialectiques, mais par la capacité à se contenir et à choisir le silence stratégique lorsque l'occasion l'exige. Derrière la compulsion de discuter se cache un système mental construit sur la peur de perdre le contrôle, le besoin d'affirmer sa propre valeur et la croyance que céder équivaut à de la faiblesse. Mais si vous analysez le mécanisme, vous verrez que l'insistance à avoir le dernier mot est soutenue par l'ego, ce filtre déformé qui suppose que reconnaître un point de vue étranger équivaut à perdre du terrain. C'est une erreur de calcul brutale. Car en pratique, plus vous vous accrochez à prouver votre supériorité intellectuelle, plus vous montrez que votre sécurité dépend de la validation externe. L'environnement le perçoit, non pas comme de la fermeté, mais comme de la fragilité déguisée en détermination. La véritable autorité ne se construit pas à partir de la compulsion de prouver, mais à partir de la sérénité de celui qui sait quand il n'est pas nécessaire de prouver quoi que ce soit. Chaque fois que vous entrez dans une discussion publique juste pour prouver que vous en savez plus, vous hypothéquez votre respect pour un moment de satisfaction éphémère. Analysez-le. Le coût de l'entêtement est élevé. La confiance s'affaiblit. La disposition des autres à vous écouter à l'avenir s'érode. Et plus grave encore, votre propre image de maîtrise de soi subit des fractures internes difficiles à réparer. La philosophie stoïque le formule clairement. Ce qui est sous votre contrôle n'est pas l'opinion des autres, mais votre réponse face au désaccord. Si vous ressentez l'urgence de vous imposer à chaque débat, ce que vous montrez réellement est une fracture dans votre identité. L'homme mature sait faire la différence entre défendre ses principes et entrer dans des batailles stériles juste pour nourrir l'ego.
Discuter sans but, c'est gaspiller votre stature. C'est la synthèse que beaucoup préfèrent ignorer, car elle exige un renoncement inconfortable au plaisir immédiat de prouver sa supériorité. L'analyse approfondie révèle que la plupart des discussions publiques ne résolvent rien d'essentiel. En revanche, elles exposent votre caractère. Si chaque fois que quelqu'un vous contredit, vous ressentez le besoin de répondre immédiatement, ce que vous entraînez n'est pas l'intelligence, mais la réactivité. Le respect qui compte est celui que l'on gagne lorsque vous choisissez de ne pas vous abaisser à la compétition absurde pour le dernier argument. Même lorsque vous avez raison, céder l'espace, écouter ou simplement garder le silence est une démonstration de contrôle qui impose plus d'autorité que n'importe quelle victoire verbale. Le mot le plus puissant est celui que vous choisissez de ne pas dire. C'est la ligne qui sépare celui qui gouverne son esprit de celui qui vit à la merci de ses impulsions. Dans la vie quotidienne, c'est stratégique. Chaque désaccord ne mérite pas une réponse, ni chaque erreur d'autrui n'exige une correction publique. L'homme qui sait gérer ses interventions, qui choisit quand parler et quand se taire, démontre une structure interne solide. Le besoin de discuter pour avoir raison est une mauvaise habitude qui ne se surmonte que par un entraînement conscient. Apprendre à identifier quand votre intervention apporte de la valeur et quand elle n'est qu'un exutoire d'insécurité. L'environnement respecte celui qui sait se retirer à temps, celui qui n'a pas besoin d'utiliser chaque conversation comme un champ de validation personnelle. Le véritable respect naît de la maîtrise, non de la confrontation constante. C'est pourquoi, si votre objectif est de gagner en autorité et d'être pris au sérieux, apprenez à faire la distinction entre le désir d'avoir raison et la nécessité de construire du respect. La différence réside dans le fait de savoir quand votre silence vaut plus que n'importe quel argument. 8. Prends soin de ta présence et de tes gestes. Tu franchis la porte de n'importe quelle salle, et avant même que tu prononces un mot, il y a déjà un verdict silencieux sur qui tu es et comment on te perçoit. La façon dont tu marches, les épaules bien droites ou affaissées, le regard ferme ou fuyant, la manière dont tu t'assois sans demander la permission, tout ce langage sans voix pèse plus que tes arguments. Observe n'importe quelle réunion. L'homme qui ne contrôle pas sa présence, qui laisse son corps parler de son anxiété, qui se déplace nerveusement, se touche le visage, tambourine des doigts ou regarde l'horloge comme si le temps le brûlait, transmet une fracture interne qu'il ne peut cacher même avec le meilleur discours. L'environnement capte ces détails, les archive et décide, souvent sans mots, à qui l'autorité est accordée et à qui elle ne l'est pas. Il n'est pas nécessaire que l'on te connaisse en profondeur. Ton corps a déjà raconté ton histoire avant que les premières phrases n'arrivent. Il n'est pas surprenant que les autres réagissent différemment à celui qui garde le dos droit, le menton à sa place, les mouvements sobres et mesurés. Il y a une différence abyssale entre occuper un espace et demander la permission d'y être. Le respect commence par les gestes, les mains fermes, pas nerveuses, la voix qui ne tremble pas, la posture qui ne se rétracte pas lorsqu'elle reçoit de l'attention. Chaque geste désordonné, chaque regard qui ne se maintient pas, chaque mouvement qui semble demander pardon d'exister, enlève des points à ta présence. Beaucoup croient que le contenu est fondamental et oublient que la forme est le premier filtre. Personne n'écoute vraiment celui qui ne se tient pas debout. L'autocontrôle ne réside pas seulement dans les mots, mais dans la capacité à ne pas laisser les nerfs prendre le contrôle, à ne pas montrer d'inconfort, même si l'environnement est hostile. L'autorité se remarque dans la façon dont tu entres, dont tu te déplaces, dont tu restes silencieux sans perdre ton centre. Il y a des gestes qui trahissent l'insécurité sans que tu ouvres la bouche. Celui qui croise les bras comme un bouclier, celui qui joue avec un objet à la recherche d'un refuge, celui qui ne sait pas quoi faire de ses mains, celui qui hausse les épaules à la moindre tension. Ce sont des signaux subtils, mais percutants. Ils montrent que tu n'as pas de maîtrise sur toi-même. Et voici la vérité inconfortable. Les autres le remarquent, même s'ils ne le disent jamais.
Le respect n'est pas accordé à celui qui semble à la dérive dans son propre corps. Prendre soin de ta présence, c'est, en essence, prendre soin de ton autorité. La discipline commence par la posture. C'est une phrase qui marque le avant et le après dans n'importe quel environnement. L'habitude de contrôler tes gestes n'est pas de la superficialité, c'est un investissement stratégique. Celui qui entraîne son corps à maintenir le calme, à se déplacer avec intention, entraîne son esprit à ne pas se laisser emporter par l'anxiété du moment. Il ne s'agit pas de paraître comme un robot, mais d'éviter que les peurs ne s'infiltrent par chaque pore. Le respect est incompatible avec la négligence corporelle. Si tu te présentes négligé, si tes mouvements sont désordonnés, si ton attention est dispersée, tu envoies un message clair. Tu n'es pas capable de gouverner ton propre espace, encore moins celui des autres. La présence ne s'improvise pas. Elle se construit avec chaque petit geste d'autocontrôle. Dans la pratique, prendre soin de ta présence signifie être attentif à chaque détail. La propreté de tes mains, des vêtements sans excès, un regard direct, une respiration apaisée même sous pression. Ce sont des habitudes qui coûtent de l'inconfort, car elles exigent que tu sois présent, pas absent dans tes pensées. Mais c'est là la différence entre celui qui est pris au sérieux et celui qui passe inaperçu. La posture est ta carte de visite. Ceux qui savent lire les gens le remarquent instantanément. L'homme qui maîtrise son corps maîtrise la situation. L'autocontrôle commence bien avant de parler. Il commence lorsque tu décides que ta présence ne sera pas une coïncidence, mais un choix. Le respect grandit dans le silence, dans les pauses, dans les gestes qui n'ont pas besoin de justifier quoi que ce soit. Si tu veux une autorité réelle, commence par entraîner la façon dont tu occupes l'espace. Parce qu'avant qu'on t'écoute, on te regarde. Et il n'y a pas de discours qui puisse réparer une présence négligée. La forme précède toujours le fond. Maîtrise tes gestes et le respect suivra tes pas.